Donc, ce soir, on va parler, pour rappel, des enjeux juridiques de la coopération. Et donc, je vais laisser la parole au docteur Thérèse Pham et à maître Christophe Miranda, que je remercie d'être présent ce soir pour nous aiguiller sur ce sujet important dans notre région notamment. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Donc Christophe Miranda, donc moi je suis avocat, je fais principalement du droit médical depuis maintenant une quinzaine d'années. Le sujet qui nous occupe ce soir, donc les enjeux juridiques de la coopération, donc nous a demandé de travailler là-dessus. J'ai essayé de vous faire, alors je suis avocat, mais je vais essayer d'éviter de vous faire un cours de droit. On va essayer de faire, alors en temps normal, on pourrait, si on était en présentiel, on ferait quelque chose d'interactif. Donc, ce que je vous demande surtout, n'hésitez pas à nous couper, c'est-à-dire à poser des questions, et on y répond au fur et à mesure. Ce sera mieux, à mon avis, que se garder un florilège de questions pour la fin. Vous voyez, il vaut mieux qu'on soit, si on est sur un thème précis, qu'on puisse y répondre en suivant. Donc, ça, c'est pour mes petits propos liminaires. Donc, en fait, on a essayé de vous séquencer notre présentation un peu en deux grandes parties, on va dire. J'ai malheureusement l'obligation, entre guillemets, de vous faire quelques rappels d'ordre juridique, un petit peu vous expliquer ce qu'on fait là aujourd'hui avec la coopération. Et après, on va essayer de vous donner des exemples et des cas cliniques, étant précisé que tout ça va être, c'est des exemples qu'on tire de notre expérience. Il faut savoir qu'elle est le docteur Femme. Notre quotidien, c'est de faire des expertises et de parler responsabilité médicale. Encore une fois, la jurisprudence va sans aucun doute être amenée à évoluer. Les protocoles de coopération n'ont pas encore assez de recul pour avoir une jurisprudence bien figée de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, mais on a quand même déjà des idées assez précises sur le sujet. Donc, pour ce qui concerne la première partie, effectivement, juste vous l'avez tous compris, aujourd'hui, on vous parle tous de coopération entre les acteurs de santé. C'est un thème qui, aujourd'hui, il faut le savoir, est soutenu donc, par le législateur donc, depuis quelques années, mais qui ne cesse d'évoluer au fil du temps. C'est aujourd'hui un des axes essentiels de la politique de santé du pays et qui ne cesse de se développer. Ça, je pense que vous l'avez tous vu. Le but avoué, entre guillemets, le principal, c'est de lutter contre la désertification et la pénurie médicale. Je crois a priori que votre région, alors je ne suis pas dans votre région, donc vous m'excuserez, je connais pas parfaitement. Moi, je suis dans le sud-ouest, hein, mais votre région est concernée par ces soucis, mais également de remédier donc à des segmentations, partager les équipements et puis essayer d'associer un peu tous les équipes de soins au sens le plus large. Donc, de tout ça, en fait, si vous voulez, donc la première partie, enfin, le premier item que vous avez, là, les transferts de tâches et partage de tâches entre les professionnels de santé. Je vous ai cité juste quelques exemples sur un peu le rôle de vous voyez, chacun, c'est-à-dire les coopérations médecins, infirmiers, les transferts de compétences, pardon, médecins, infirmières Asalée. Les infirmières Asalée, le programme Asalée, finalement, c'est une coopération pluriprofessionnelle entre les médecins généralistes et les infirmiers, que vous connaissez, à mon avis, que vous avez intégré depuis quelques temps. L'idée, donc tout ça a été validé par l'ARS et le protocole, sûrement l'un des plus anciens, qui délègue donc aux infirmiers et infirmières des missions d'éducation de prévention. Donc tout ça est cadré, notamment par le biais de consultations d'éducation thérapeutique pour le diabète, l'hypertension artérielle, les dépistages des troubles cognitifs après 75 ans, ou encore les dépistages des facteurs de troubles cardiovasculaires. Voilà, ça c'est le principe des médecins, des infirmières Asalée. Les IPA, pareil, donc là c'est un petit peu la nouveauté un peu plus récent, mais qui va lui être autorisé à mener des actions de prévention de dépistage et assurer une surveillance clinique, adapter, prescrire des traitements, des examens. Pour tout ça, l'idée c'est de meilleure prise en charge. Vous savez que les IPA donc, peuvent être exercés en libéral, on y reviendra après, puisque ça peut avoir une incidence sur la question assurantielle et responsabilité, mais également en tant que salarié dans des maisons de santé, établissements de soins, ou encore sous forme mixte, hein. C'est-à-dire qu'un IPA peut avoir une partie salariée à mi-temps, par exemple, et une activité libérale. Donc là encore, sur le plan responsabilité et assurance, il y a une différence. Donc voilà. Ensuite, médecin, maître de stage interne, là pareil, vous connaissez ça par cœur, je pense. Mais voilà, l'interne, c'est tout ce qui travaille en autonomie et qui va être seul devant un patient lors de la consultation. Néanmoins, et c'est là, je rentre déjà dans le sujet de la responsabilité, le terme, les deux dernières lettres, c'est AS, autonome supervisé.
C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut solliciter le maître de stage pour bénéficier d'une supervision directe, mais surtout, le maître de stage va rester responsable de son interne, hein, sur le plan responsabilité. Là encore, on vous a mis, in fine, dans la deuxième partie, un cas clinique qui précisément parle de ça. Ensuite, le médecin, puis le pharmacien, l'orthoptiste. Bon, là, vous avez vu, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez récent. Désormais, le pharmacien donc, peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et, si besoin, ajuster la posologie. Alors, tout ça est cadré quand même, puisqu'il faut que l'ordonnance médicale initiale comporte une mention qui autorise ce renouvellement et ou l'ajustement pour que le pharmacien puisse le faire. Et ensuite, la durée de la totale de la prescription ne doit pas excéder 12 mois. Ça, c'est les deux grandes conditions qui ont été posées. Et ensuite, bon, médecin spécialiste généraliste, ça, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Donc, on va passer peut-être à la slide d'après, qui est sur la coopération, voilà, entre les acteurs de santé. Alors, vous l'avez compris, l'objet de la délégation, c'est de transférer un pouvoir à des degrés divers et sans qu'il soit nécessairement associé une autorité sur les personnes. Alors, j'espère que mon discours est assez clair. C'est pour ça que n'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas clair. Je suis désolé, moi, je suis juriste et pas médecin. Donc, je peux comprendre que mon dialogue, et pourtant, je vais essayer de le vulgariser sans vous manquer de respect, mais pour essayer de cadrer bien les choses. Du coup, il y a juste, je me permets de vous interrompre, il y a juste une première question. Est-ce qu'on parlera des assistants médicaux? Pas particulièrement, mais s'il y a des questions, enfin, Thérèse, Les assistants, sur quelles questions? Parce que les assistants médicaux, à part l'administratif et Ouais. éventuellement des prises de constantes, leurs tâches sont très limitées. Donc, quel est le but de la question? Parce que l'assistante médicale, elle est là pour aider le médecin dans la gestion, surtout pour le décharger au niveau administratif. Mais ce n'est pas un acteur de santé. Est-ce que vous voulez préciser votre question, peut-être Non, mais c'était marqué dans votre mail. C'est pour ça. Comment ça? Assistants médicaux, infirmières azalées, IPA dans le mail, donc je pensais qu'on allait en parler. Est-ce que du coup, vous avez une question particulière à ce propos-là, en termes de, justement, sur la responsabilité Oui, bah oui, c'était pour savoir effectivement comment ça se passait, responsabilité, assurance, tout le côté juridique en fait. Mais pour quelle tâche? Parce que à quoi pensez-vous pour l'assistante médicale? Bah, justement, c'est un peu flou. Parce que, C'est un peu flou parce que sinon, tout l'administratif, c'est des secrétaires. oui, mais Donc, l'assistante médicale peut, au-delà du secrétaire, parce qu'elle doit avoir une formation, donc elle doit être plus qu'une secrétaire, c'est une secrétaire médicale, mais plus formée pour vous aider. Mais les tâches paramédicales sont très limitées, ça veut dire les prises de constantes, euh, mieux mettre en forme les dossiers, demander les antécédents, vous voyez, ce genre de choses, récupérer les comptes rendus, des choses comme ça. Mais après, peut-être faire aussi des tâches de dépistage comme l'audiogramme, mais c'est tout. et sur le plan, pardon, madame, mais juste le docteur, les assistantes médicales dont vous parlez, j'imagine que vous en avez, c'est des salariés. Ouais. Alors, parce que si c'est des salariés, en fait, le problème, il est réglé. C'est votre établissement, enfin, votre structure qui doit la responsabilité, enfin, qui va assumer la responsabilité. Donc, c'est votre assurance qui va en assumer, quoi, qui va l'assumer. d'accord. Donc, il faut que vous fassiez, mais ça, on le verra tout à l'heure, si vous voulez, on vous a donné des exemples, enfin, on donne des exemples tout à l'heure. Il y a des extensions d'assurance à faire. Alors, moi, je ne suis pas assureur orientation, je suis un libéral, je travaille pour la médicale, mais je ne connais pas tous les contrats, mais on s'est quand même renseigné, on a demandé les exemples. Et en fait, il suffit que vous fassiez étendre auprès de votre agent local votre garantie lorsque vous avez des IPA, des assistantes médicales. Ça, il faut le faire, quoi, en fait. Et vous êtes assuré pour. Et, et juste, je vais préciser par rapport à ça, et justement sur cette question de responsabilité, ça couvre aussi l'histoire du secret médical. Comment elles Voilà. peuvent s'intégrer dans cette notion-là, justement? Oui, alors j'en dis un mot tout à l'heure sur le secret D'accord, ok. médical. Très bien. Hein, c'est pour ça.
Bah, merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Et puis surtout, docteur Train, si, voilà, si ça vous fait, si ça vous amène d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, même si c'est sur les assistants médicaux. Merci. Ouais, donc alors ce que je vous disais, donc si on reprend un petit peu sur la coopération dans le secteur santé, juste je vous ai mis, vous voyez, le protocole organisationnel. Alors en fait, je vous en parle puisqu'en fait, il y a eu à un moment donné des débats sur les distinctions entre les protocoles organisationnels et les protocoles de coopération. Alors ça a été désormais tranché depuis 2018 par le Conseil d'État. Effectivement, on dissocie bien ces deux protocoles, hein. Le protocole organisationnel, finalement, il vise simplement à modifier l'organisation des soins pour en faciliter l'accès. L'arrêt dont je vous parle du Conseil d'État, c'était une affaire relative à un décret qui permettait à des orthoptistes de réaliser des actes sans prescription médicale. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment notre sujet. Nous, on va plutôt s'intéresser au protocole de coopération qui a donc pour objet de transférer des activités ou des actes de soins. Alors, je vous ai remis, je vous ai dit que je n'allais pas vous faire un cours de droit, mais je me suis quand même obligé de vous rappeler quand même le grand texte, entre guillemets, du code de la qui a été codifié au code de la santé publique, donc l'article 4011-1 du code de la santé publique, qui dispose donc que les professionnels de santé travaillant en équipe opèrent entre eux des transferts d'activités ou des actes de soins, de prévention ou réorganisent leur mode d'intervention auprès du patient. En fait, dans le cas des protocoles de coopération, le transfert à site particulier qui peut conduire à franchir les frontières des domaines de compétences qui sont fixés par le Code de la santé publique et qu'on connaît en réalité de manière quotidienne. Donc, ce protocole de coopération va prévoir des délégations au-delà des limites de compétences. Il permet ainsi de franchir en réalité des frontières dont le passage serait, en l'absence de protocole, sanctionné, alors soit sur le plan disciplinaire, c'est-à-dire déontologique, pénal, civil. Vous voyez, il y a toute une série de sanctions qui sont possibles. Je vous ai mis une slide tout à l'heure, hein, donc juste pour que vous compreniez exactement de quoi je vous parle. Mais en tout cas, c'est quand même l'objectif des protocoles, c'est de cadrer tout ça. Et on va pouvoir déroger à ce qu'on fait habituellement, ce que j'imagine vous avez déjà commencé à faire, donc en offrant des compétences à certains, mais évidemment, tout ça doit être particulièrement bien cadré. La slide suivante, je vous ai mis donc voilà, la coopération entre les acteurs de santé. Donc, on a deux grands types de protocoles. Donc, il y a le protocole qui peuvent avoir un champ national ou les protocoles qui peuvent avoir un champ local. Alors, les protocoles nationaux, donc en général, c'est proposé par le CNCI, le Comité national des coopérations interprofessionnelles, par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai donné, je peux vous donner un exemple. C'était l'appel du 15 décembre 2020, qui était la coopération entre les médecins et les infirmiers pour la prise en charge à domicile des patients âgés ou handicapés qui ne pouvaient pas se déplacer chez le médecin. En fait, une fois que le protocole national a été posé et validé par un arrêté ministériel après avis de la HAS, il va désormais s'appliquer à tous. Et donc, on va devoir s'y soumettre. Les protocoles locaux, c'est sûrement ça qui va plus vous intéresser. Donc ça, c'est plus des protocoles expérimentaux qui sont élaborés par des professionnels de santé qui exercent soit en public, soit en privé. Donc vous, c'est le cas dans le secteur privé. Et vous allez pouvoir un petit peu définir, entre guillemets, des transferts et délégations de tâches entre vous, entre des médicaux, paramédicaux, enfin, et tout ça va être valable au sein de l'entité qui en est à l'initiative, hein. Donc, ça va bien rester, c'est ça le terme local, c'est qu'on va pas étendre ça. Alors, les protocoles locaux peuvent ensuite, on l'a vu dans plusieurs cas, peuvent devenir des protocoles nationaux, hein, quand ils ont un intérêt certain. Vous voyez, en Île-de-France, il y en a eu plusieurs qui sont des protocoles locaux qui avaient été pris dans la région Île-de-France et qui sont devenus nationaux. On vous le citera encore tout à l'heure. Mais vous voyez, rien ne vous empêche, vous, dans un protocole local, d'envisager comment définir, vous voyez, la réalisation d'un acte d'échographie, de cadrer, entre guillemets, ce que je vous ai mis, la réalisation d'un acte d'échographie par un infirmier ou un manipulateur, la réalisation, vous voyez, dans le cas d'un acte d'échographie. Alors, j'avais un exemple que je peux vous donner, c'était effectivement un protocole local qui cadrait que la réalisation du recueil d'images serait fait par l'infirmier, ce qui constitue par d'emblée un acte dérogatoire. Et ensuite, le protocole peut laisser au médecin radiologue la phase d'interprétation
et partager ainsi entre les professionnels les diverses tâches et responsabilités. Mais tout ça, encore une fois, c'est cadré dans le protocole de manière très stricte, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas entraîner, contrairement à ce qu'on pense, nécessairement une substitution entre le délégué et le délégant, hein. Vous voyez, entre le médecin et celui en qui vous allez le déléguer, il n'y aura pas forcément une substitution complète. C'est là où le protocole a tout son intérêt dans la mise en place. Alors, les différents moyens sur le plan pratique, alors je pense que c'est la slide d'après. Il y a des questions jusque-là ou c'est bon? C'est à peu près... On y va? J'ai Alors, l'impression que c'est bon, mais n'hésitez pas dans le chat, mais pour l'instant, il n'y en a voilà. pas. En réalité, voilà, sur le plan pratique, les protocoles, donc il y a un large éventail qui existe de moyens juridiques qui permettent d'organiser cette coopération sans forcément créer, vous voyez, des structures organiques, hein. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a été prévu par la loi. Il y en a certaines qui concernent le secteur public, c'est ce que je vous ai mis, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça ne présente pas d'intérêt, vous êtes tous a priori des libéraux, mais vous avez la convention SEM, Groupement hospitalier de territoire, Fédération médicale interhospitalière, les conventions, les contrats entre les établissements publics de santé et les professionnels libéraux. Tout ça, c'est vraiment le secteur public, c'est-à-dire l'hôpital, qui va mettre en place des protocoles comme ça. Pour les libéraux, il y a d'autres formes qui existent, et notamment donc, la coopération entre les professionnels de santé permettant les transferts et les délégations de compétences, de tâches, pardon, les communautés professionnelles de territoire de santé, les PTS, et les communautés psychiatriques de territoire. La mise en place d'un protocole de coopération, ça respecte un formalisme très strict, vous voyez, qui doit être décidé au sein de l'entité concernée, c'est-à-dire si vous en mettez un en place au sein d'une MSP, c'est vous qui allez définir un petit peu tout cadré, et ensuite vous le déclarerez à l'ARS pour une validation. L'ARS, en fait, même dans le cadre des protocoles, va quand même informer la HAS de tout ça. Alors, la slide d'après, pour rentrer de manière un peu plus concrète, si vous voulez, on vous a mis effectivement l'exemple, donc l'arrêté du 17 août 2023, donc c'est sur les cystites, hein, vous en avez sûrement tous entendu parler. Alors, je vais quand même vous le citer, je l'ai un peu détaillé, juste pour que on comprenne à peu près comment il a été mis en place. Donc, ça étend la compétence des infirmiers libéraux et des pharmaciens. Donc, dans ce protocole, en fait, sont clairement définis et identifiés les patients qui sont concernés. Donc là, vous voyez, c'est les femmes de 16-65 ans, sans facteur de risque, qui présentent des signes fonctionnels, avec ou sans médecin traitant. Il faut quand même savoir que tout ça, on ne peut pas vraiment déroger. Vous voyez, je vous ai mis exprès après les exclusions qui sont là encore définies dans le protocole. En fait, tout est cadré normalement. Vous voyez, on peut pas sortir du cadre, hein, faire sauf après engager sa responsabilité. Mais vous voyez, dans les exclusions, donc dans le sexe masculin évidemment, alors si ça a été rajouté, c'est qu'il y avait sans aucun doute un intérêt en 2023, 24, 23. L'âge inférieur, la question de l'âge, la grossesse avérée, si jamais il y a eu des épisodes de cystite non résolus dans les 15 derniers jours, ou encore des signes d'appel gynécologiques. Voilà sur le cadre qui a été fixé au départ. Et on parle de quoi dans les actes dérogatoires? Alors, je pense que vous avez tous lu des protocoles, mais je vais rester là sur ce qui nous intéresse. Les actes dérogatoires, qu'est-ce qui nous concerne? Vous voyez, en fait, c'est les actes dérogatoires qui sont concernés, que vous pourrez déléguer, c'est l'identification des facteurs d'exclusion du protocole dont les situations de gravité requièrent une prise en charge médicale en urgence, l'interprétation de la urinaire, l'évaluation clinique, l'identification des signes, les choix et la prescription d'antibiotiques, conformément aux recommandations de la HAS, bien évidemment. En cas d'allergie, donc évidemment, la prescription d'un ECBU, ensuite, les prescriptions d'un arrêt de travail. Ça, c'est ce que pourra faire votre délégué dans le cadre du protocole national qui a été défini en 2023. On a des questions. Voilà, alors on vous a mis un autre exemple. Alors ça, c'était un arrêté du 1er mars 2021. Alors, c'était au départ un protocole d'Île-de-France, donc qui avait trait, donc effectivement, c'est l'interprétation des résultats de glycémie capillaire, adaptation et dose d'insuline de patients atteints d'un diabète. Donc, c'est le problème des diabètes que vous connaissez aussi. Donc, ça s'adresse donc aux médecins. Les patients concernés, vous voyez, on a bien, ça c'est des conditions qui sont très strictes aussi, donc c'est atteint de l'un des 3 types de diabète qui est visé par le protocole, donc je ne vous ai pas cité, mais c'est diabète type 1, 2 et le diabète gestationnel. Les traitements doivent avoir été instaurés par un médecin au départ, et ensuite le patient doit
s'auto-surveiller, enfin, doit avoir fait l'apprentissage, pardon, de l'autosurveillance glycémique. Les actes dérogatoires qui sont concernés, c'est deux types d'actes. Donc, c'est l'interprétation des résultats de glycémie capillaire réalisés par le patient et l'adaptation des doses d'insuline rapides et lentes pour obtenir les objectifs glycémiques fixés par le médecin. Tout ça requiert l'information et le consentement, mais on y reviendra dans une phase un petit peu plus bas, puisque c'est quand même, il faut savoir que l'information, c'est quelque chose de très important sur le plan médico-légal, en droit de la santé, puisque c'est souvent j'appelle ça le parent pauvre de l'avocat recouriste, mais chaque expertise, on passe toujours 2 heures à parler de l'information, et là, c'est d'autant plus important en matière de coopération et de délégation, puisqu'il faut vraiment que le patient soit informé un petit peu de tout ça. On est bon là jusque-là? Alors, je vous ai mis, puisqu'a priori, c'était une des petites questions, c'est, vous me parlez de tout ça, mais comment on fait, nous, sur le plan pratique, pour mettre en place un protocole local? Alors là, je ne suis pas allé, j'ai rien inventé. Vous avez sur le site de l'ARS ou même sur Légifrance, vous avez un peu tout qui est défini. Vous avez des tableaux avec exactement ce que vous allez devoir remplir si au sein de, je prends l'exemple, au sein de votre MSP, vous voulez mettre en place un protocole. Vous avez un cadre type qui est fixé qui est sur le site de l'ARS que vous allez trouver. Alors, je vous ai juste mis les grands items, hein. Il faut savoir qu'après, il y a des sous-catégories que vous remplirez au fur et à mesure. Donc, c'est l'intitulé du protocole. Vous voyez, bon, ça, c'est vous qui donnerez un petit un nom. Alors, oui, je vois une question. Je ne sais pas pourquoi, je vois apparaître sur mon écran une question. Mais alors, il peut tout à fait. On y répond de suite ou on vient après? Parce que je Oh, fais un. n'hésitez pas Comment? maintenant si vous voulez, enfin comme vous voulez, mais La Alors, question, c'est le patient peut-il refuser la délégation, c'est ça? oui, Mais de toute façon, parce que là, on est passé très vite, mais pour que le patient puisse rentrer dans le protocole, il faut avoir nécessaire. son consentement, son accord écrit. Voilà. Alors, Voilà. moi, je suis passé vite, effectivement, puisque en fait, on va vous en parler après de la question de l'information et du consentement, mais c'est un préalable obligatoire, hein. C'est ce que je venais de vous dire rapidement, mais l'information, le consentement, c'est indispensable, hein. Ça, il ne faut pas se lancer dans le suivi d'un patient, dans la délégation de tâches sans le consentement. Alors, c'est très classique parce que le consentement, au sens plus général, on l'a notamment dans les actes opératoires et compagnie. Maintenant, c'est quasiment devenu systématique chez les spécialistes, hein, les orthopédistes, tout ce que vous voulez. Ils ne font plus une intervention sans un consentement, mais il faut savoir que les conséquences de l'absence de consentement sont assez lourdes sur le plan responsabilité. Je prends un exemple, je sors un peu du cadre, mais ou alors même on peut rester dans ce cadre-là, mais un patient non informé ou en tout cas qui n'a pas signé un consentement, si jamais l'infirmier, ça ne se passe pas très bien avec lui et qu'il y a un problème de responsabilité, on va remonter tout en haut sur la question du consentement. Et là, on va revenir sur si tout avait été respecté dans le cadre du protocole et que la responsabilité aurait dû, par principe, être pleine et entière et reposer sur l'infirmier. Je ne stigmatise pas les infirmiers, attention, hein, je vous donne juste un exemple, mais le fait qu'il n'y ait pas de consentement au départ peut devenir fautif pour le compte du médecin. Vous voyez, donc, c'est quand même très important de bien le mettre en place. Alors, on va en reparler tout à l'heure, hein, donc je vais peut-être juste continuer. Là, je vous ai mis donc, sur les projets de protocole, donc ce que je vous ai expliqué, donc, vous avez tout sur le site de l'ARS. Je vous ai mis les grands items, vous voyez, de ce qu'on va attendre de vous quand vous allez devoir cadrer votre projet local, on va dire. Donc, vous avez l'intitulé, la présentation générale du protocole et son contexte. Donc là, sera donc, toujours pareil, vous avez des sous-catégories, donc les objectifs, à quel patient vous entendez appliquer ce protocole, les âges, vous voyez, vous avez essayé de tout définir au départ, les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion, l'organisation de l'inclusion, les modalités d'information et d'accord des patients. Donc là, on revient sur la question que vous me posiez à l'instant, la description synthétique par un algorithme du parcours du patient, liste de toutes les dérogations envisagées. Donc là, tout à l'heure, quand je vous donnais les exemples de la cystite, je me suis tenu qu'à ça. Mais c'est là où vous allez devoir exactement tout définir, hein, sur ce que vous voulez mettre en place. Alors, je vous ai mis des exemples, mais ça, c'est encore une fois, j'ai inventé sur le site de l'ARS. Et ensuite, vous avez les modalités envisagées
Donc là, ça va être plus, si vous passez à la slide d'après, voilà. Donc les modalités envisagées pour le partage de données, alors là, ça va être pour essayer de se faire une base de données, en fait, et pour avoir un retour et que vous pourrez vous adapter. Donc là, modalité de transmission des informations, mais tout ça, c'est obligatoire, hein, c'est dans le projet, dans le protocole, vous serez obligé de mettre tout ça, hein. Conditions d'expérience professionnelle et de formation, disponibilité et intervention requises du professionnel délégant, les principaux risques liés à la mise en œuvre du protocole, c'est-à-dire procédure d'analyse des pratiques, gestion des risques, la gestion des événements indésirables, les indicateurs de suivi, donc là, toujours pareil, c'est le nombre de patients effectivement pris en charge au titre du protocole, les taux de reprise par le déclarant, les taux d'événements indésirables, taux de satisfaction. Alors, c'est des stats, mais qui vous permettront d'affiner tout ça. Et ensuite, là, les références biographiques. Bon, ça, c'est clairement le respect des recommandations. Thérèse, peut-être. Thérèse, Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que de toute façon, là, on n'a rien inventé, hein. Si vous allez sur le site de l'ARS, vous voulez faire un protocole local de coopération locale, ça veut dire que quelque chose qui est individuel, propre à votre structure, vous serez obligé, il y a un canevas, vous devez remplir tous les items pour que ce soit accepté par l'ARS. Donc ça, c'est le cadre, il est très rigide et vous verrez, c'est vrai que quand vous allez, il y a la trame, ça peut faire peur, mais en fin de compte, si vous réglez, vous rentrez tous les items dans votre pratique habituelle et ça passera facilement. voilà, ça, on pourra vous envoyer. Enfin, je pense que le lien, vous pouvez l'avoir, mais s'il faut, on vous le fera passer. Alors, Une petite erreur sur votre slide. ah, Pour la sanction en juridiction disciplinaire, c'est jamais le conseil départemental de l'ordre des médecins, c'est au moins le régional. alors, c'est parce que c'est conseil départemental. Non, c'est conseil régional, pardon. Oui, mais il y a au départ. Alors, c'est pas une sanction. Je vais. J'en fais beaucoup, donc je vois, mais effectivement, c'est conseil départemental parce qu'il y aura la réunion de conciliation au départ, et ensuite ça passera au disciplinaire, c'est-à-dire le régional, et ensuite Mm. le national. Il n'y a jamais de sanction au niveau du Non, le conseil départemental. départemental ne donne pas de sanctions. Il est juste l'organisateur de la conciliation. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Alors, c'est surtout un oubli. J'ai oublié le conseil régional au milieu. Voilà, c'est surtout ça. Non, alors ça, je vous les ai mis, si vous voulez, les différentes voies. Je vous ai mis, donc vous verrez, vous avez au milieu les deux juridictions civiles et CCI, et ensuite juridiction administrative. Alors, juridiction administrative, on va finalement pas s'en préoccuper aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est lorsque vous travaillez dans le cadre du service public hospitalier. En gros, votre responsabilité. Donc là, c'est ces deux items du milieu, pardon. Je ne peux pas vous les montrer, mais pour obtenir réparation d'un préjudice et service public hospitalier, en fait, c'est quand un patient, clairement, va vous demander une indemnisation sur le plan purement financier. Donc, va engager votre responsabilité, enfin, va demander votre responsabilité, mais pour obtenir des dommages et intérêts. Ce qui se passe le plus qui vous concerne, donc c'est les juridictions civiles et les CCI. Les CCI, aujourd'hui, c'est devenir quasiment... enfin, c'est la majorité des dossiers qu'on ouvre aujourd'hui, puisque ça présente un intérêt pour le patient, c'est que c'est gratuit. Vous faites une déclaration à la CCI, vous dites docteur X, Y et Z, et je ne suis pas content, et vous avez systématiquement une mesure d'expertise. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça qui fait que c'est une procédure qui est totalement gratuite pour un patient. Vous n'avez pas besoin d'avocat et vous n'avez pas besoin de faire une avance de frais quelconque. Donc, c'est vrai que les avocats recouristes aujourd'hui vont beaucoup utiliser cette voie-là, puisque ça permet de lancer des procédures et puis de voir un peu ce qui se passe. Donc, ça, c'est les juridictions civiles. Juste alors, pour la traduction, c'est effectivement les tribunaux judiciaires avant qu'on appelait les TGI, tribunal de grande instance, mais désormais, ça s'appelle tribunal judiciaire et c'est donc les CCI. Je vous ai mis sur les côtés donc pour sanctionner. En fait, il faut savoir que un patient peut saisir une juridiction civile ou la CCI, mais peut cumuler ça avec une plainte au pénal. Donc, c'est la colonne de gauche. C'est heureusement très rare, hein, parce que là, c'est moins d'1% des cas des dossiers où je ne connais pas les stats, mais franchement, moi, je pense que enfin, dans mon année, si j'ouvre un dossier pour le compte de la médicale, alors moi, je travaille que dans la région, on va dire ouest, enfin sud-ouest, mais à l'échelle des dossiers que j'ouvre, en tout cas, ça représente moins d'1%. Heureusement, puisque là, c'est malheureusement l'enquête qui
qui est confié à des services enquêteurs, dit autrement la police, et qui va vous interroger. Donc c'est assez désagréable, c'est assez dur. Moi, mon seul conseil, c'est vous êtes tous assurés et vous avez une protection juridique. N'y allez pas seul, parce que c'est quand même une épreuve. Vous voyez, ça dure 2-3 heures. Vous avez un flic qui connaît rien en face de vous à la médecine et qui va vous poser 22 fois les mêmes questions pour essayer de vous mettre à défaut. Donc, essayez de vous faire assister. Vous avez une assurance, elle est là pour ça. Je sais qu'à la médicale, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de surprime si jamais vous faites une déclaration de sinistre en ce sens, hein. Et ensuite, vous avez les juridictions disciplinaires, alors là, qui se développent de plus en plus. Et effectivement, ce que me faisait remarquer le docteur, alors je vous ai oublié une case, mais là, c'est la plainte déontologique. C'est le patient qui écrit au Conseil de l'ordre via son avocat ou directement. Et il y aura systématiquement une réunion de conciliation qui sera organisée par le conseil départemental. Ça fait partie de ses obligations. Et ensuite, à défaut de conciliation, alors on essaie tant bien, moi j'y participe assez souvent pour soutenir des confrères à vous. Effectivement, moi je leur dis toujours, faites essayer de faire le dos rond pour que ça parte pas plus loin, parce que si jamais on n'arrive pas à transiger, alors des fois c'est impossible, hein, je ne vais pas vous mentir, mais si on n'arrive pas à transiger, ça part devant la juridiction disciplinaire, donc c'est au niveau régional. Et là, c'est comme une procédure, entre guillemets. Donc, il y a un débat juridique sur est-ce que vous avez manqué à votre obligation déontologique. Et ensuite, ça finit éventuellement au Conseil national si on doit faire appel. Les sanctions, c'est ce que vous avez tous entendu parler, avertissement, blâme, les interdictions d'exercice temporaire, et ça peut aller jusqu'à une radiation de la profession. Est-ce que je vous ai fait je ne veux pas vous effrayer, mais c'était juste pour que vous compreniez à peu près les risques, entre guillemets, auxquels vous pouvez être soumis. Il y a des questions là-dessus ou... Dans le, dans On le peut chat, il n'y en a pas, mais je vous laisse réagir s'il y a des Alors questions. voilà, alors la slide d'après, de toute manière, elle est liée, on y passera vite, mais je vous ai juste mis ça bon, pour l'exemple. C'était pour montrer voilà, qu'un patient aujourd'hui, avec 4 timbres, il peut vous pourrir la vie, si vous m'excusez, si vous me passez l'expression. C'est qu'avec 4 timbres, il peut écrire au procureur de la République, donc poser sa plainte sur le plan pénal, il peut saisir la CRCI, le Conseil de l'ordre, il peut saisir tout le monde, vous voyez, de manière assez facile. Et aujourd'hui, ils ont des moyens d'accès, les patients, très simples, ce qui fait que j'imagine que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, certains d'entre vous ont dû faire face à une procédure et peuvent à peu près comprendre ce que je raconte. Voilà. Alors on peut avancer peut-être, puisque là on va en venir effectivement à tout ce qui est effectivement le secret médical et l'information. On va revenir sur évidemment notre thème du protocole. Au-delà donc des attributions respectives que vous allez fixer entre les délégants et les délégués, donc certains devoirs peuvent être particulièrement sollicités dans le cadre du protocole. Donc le devoir d'information des patients donc, suppose obligatoirement d'informer le patient sur l'existence des protocoles, ça je le dis d'emblée, et sur les modalités de sa prise en charge dans ce cadre. Donc c'était la réponse à la question de tout à l'heure, si vous voulez. L'exercice collectif, donc tout ça doit être dit, qui caractérise le protocole, va donc supposer un partage d'informations entre vous, les professionnels. Et c'est là où le secret professionnel, qui protège les informations relatives à l'état du santé du patient, ne va pas disparaître totalement, mais les limites vont être étendues, puisqu'en fait, non seulement le protocole va déterminer les modalités de transmission des informations à l'ensemble des intervenants qui sont concernés afin d'assurer la continuité des soins. Et la loi prévoit aussi largement plusieurs exceptions à la règle du secret. Vous avez l'article, alors c'est le L 1110-4 du Code de la santé publique, qui effectivement dispose, je l'ai sous les yeux, alors je ne vous l'ai pas mis, mais c'est un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social ou social. Donc vous voyez, tout ça, en fait, le secret médical, là-dessus, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. C'est cadré, c'est prévu par les protocoles et c'est surtout prévu par le Code de la santé publique désormais. Donc, on va venir maintenant sur la question de l'information. Effectivement, alors, à qui incombe la preuve? Je vous ai mis cette question, puisqu'en fait, ce que je vous disais sur une expertise judiciaire, on va systématiquement passer entre 30 et 45 minutes, voire 1 heure, à parler de l'information. Le jour où vous êtes en procédure, dites-vous que le patient, c'est qu'il vous en veut et que normalement son avocat recouriste l'aura très bien conseillé et il vous expliquera qu'il n'a rien compris. Donc maintenant, c'est à nous, là-dessus, c'est jugé depuis de nombreuses années,
c'est le médecin qui doit démontrer effectivement qu'il a donné l'information. On parle de loyal, clair, loyal et approprié. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais en tout cas, c'est à vous de démontrer que vous avez informé le patient. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les experts, c'est des gens qui travaillent, ça va être des gens de votre spécialité et qui sont soumis au même quotidien. Donc, on sait que l'information, c'est quelque chose qui est très large. Il y a pas une bonne information, il y a beaucoup d'informations. Alors aujourd'hui, vous connaissez tous le consentement. Alors, c'était pas obligatoire. Je sais pas, je vous vois pas en face de moi, mais les plus vieux praticiens, autrefois, l'information s'était donnée oralement. Aujourd'hui, c'est totalement désuet. Alors, il faut la donner oralement, mais aujourd'hui, il faut obligatoirement que vous ayez des traces et des preuves écrites là-dessus. Il faut que vous sachiez que sur la prise en charge multidisciplinaire, c'est chaque praticien qui va assumer ses obligations et ses responsabilités. Les destinataires de l'information, là, ça va être le patient, évidemment, dès lors qu'il en est capable, les parents, si jamais vous êtes sur un mineur, les proches, lorsque l'information ne peut pas être donnée. Bon, là, dans le cadre des protocoles de coopération, effectivement, c'est le patient que vous allez devoir informer. Alors, je vous ai mis un petit peu une slide juste après, juste pour vous rappeler l'importance de cette information. C'est effectivement un devoir vis-à-vis de la loi. Donc là, c'est le Code de la santé publique. C'est aussi une nécessité dans votre relation entre vous et le patient, puisque finalement, quand même, quand vous allez informer, vous allez créer votre climat de confiance en- en- avec votre patient. Alors, c'est un moyen d'améliorer ses pratiques, parce que quand vous allez présenter la chose, je pense que ça sera, votre expérience fait que vous serez de plus en plus bon. Et ensuite, c'est un moyen de se protéger. Bon, ça, c'est plutôt mon quotidien à moi sur le jour où on arrive en expertise. Si on a une information qui est bien tracée, c'est beaucoup plus facile. Alors, vous, effectivement, donc là, j'y reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque vous mettez en place une délégation entre guillemets, le patient, il est obligatoirement informé, et là par vous. Vous voyez, c'est vous qui allez devoir proposer et informer le patient de cet objectif, entre guillemets, et vous allez lui faire signer un formulaire de consentement. Alors, je ne sais pas si dans vos MSP, vous en avez déjà. Enfin, si vous êtes en MSP, pardon. Tout à l'heure, je parle des MSP parce que tout à l'heure, on m'a parlé de ça, Madame Emeline. Donc, je prends cet exemple, mais ça marche à tous les niveaux. Mais ça, vous avez des formulaires types qui sont désormais édités. Et entre guillemets, ça aussi, on pourra vous en faire passer si besoin. Thérèse, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus ou Non. non? Bon. L'information, elle doit être écrite. Vous pouvez dire que vous l'avez vue 3 fois, mais si ce n'est pas acté, le jour où il y a de l'expertise, seuls les écrits restent. Ouais. Que je peux me poser la question? Bonsoir. Tout ça me semble très très flou. Donc moi, je suis dans une MSP où j'ai des infirmières. Je n'ai pas de pharmacienne ou de pharmacie tout court. Il y en a au sein de la CPTS. Donc pour le moment, on n'a aucun protocole comme ça, hein. Ça veut dire que si on met un protocole intra-MSP ou intra-CPTS, le jour où je reçois mon patient, il faut que je l'informe du fait qu'il existe des protocoles et que si je ne suis pas disponible, puisque normalement c'est toujours priorité à la consultation chez le médecin traitant, il a la possibilité de recourir à l'infirmière, enfin au cabinet infirmier ou à la pharmacie. Et il faut que j'ai une trace écrite comme quoi je lui ai dit qu'il y avait un protocole. Ensuite, il faut qu'il aille, je ne sais pas moi, on a cité l'exemple de la cystite. Donc, je ne suis pas disponible pour recevoir le patient dans le cadre d'une cystite. La secrétaire va donc l'informer, va l'adresser auprès de la pharmacie, par exemple. Il me semblait que le but, c'était quand même que le patient se présente en pharmacie et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'avoir recours au médecin. Et donc, la pharmacie doit également prouver qu'elle a dit, vous êtes bien dans le protocole, je vais faire un retour au médecin, etc. Non, En là, fait, vous confondez. Là, on parle plus du protocole national. Vous savez que les protocoles de délégation de soins, les nationaux, c'est déjà acté. Il y en a 6 en tout et c'est bien acté. Et là, il n'y a pas besoin de signer. C'est le pharmacien ou le kiné qui va faire signer puisque c'est déjà, la trame est déjà faite. Là, on vous parle d'un protocole individuel, personnel, local que vous faites au sein de votre structure. Par exemple, je prends un exemple tout bête, vous décidez de faire un protocole de suivi de diabète oui. que vous
déléguez et que vous ne voyez pas vos patients diabétiques tous les 2 mois ou tous les 3 mois ou tous les mois, et que vous déléguez avec un protocole en disant tous les 3 mois, il faut faire tel bilan, voir tel spécialiste en fonction du protocole d'insuline. Vous voyez, vous écrivez ça. Oui. Vous décidez que le renouvellement ne se fera que par l'IPA ou l'infirmière azalée. Vous voyez, c'est ça. Ok. Là, vous faites signer le patient, votre patient, en disant dorénavant, je ne vous vois qu'une fois par an pour réévaluer et pour voir, et en cas de nécessité, si le délégué m'interpelle en disant là, ça ne fait pas partie du protocole parce qu'il y a un événement nouveau ou il y a un surrisque, il y a une pathologie aiguë qui vient intercurrente. Vous voyez, c'est ça la différence. Je ne parle pas parce que vous confondez avec les protocoles qui sont déjà actés, par exemple pour la cystite, pour l'odynophagie, tout ça, c'est déjà acté. Et c'est le pharmacien. Si vous signez ensemble le protocole avec le pharmacien, et c'est le pharmacien qui va s'occuper, du moins le pharmacien ou le délégué, en fonction de chaque protocole, qui va informer et signer, faire signer au patient. Ah ben, merci pour cette précision parce qu'en effet, c'était confus. Du coup, j'ai une deuxième question parce que je ne sais pas dans quel cadre ça répond. Je travaille avec une infirmière azalée à qui j'adresse par exemple les sevrages tabac. Nous avons mis en place au sein de la MSP une feuille d'adressage avec une partie qui est remise au patient pour qu'il puisse avoir les coordonnées, les contacts de l'infirmière azalée, et puis une partie qui est remise à l'infirmière pour qu'elle sache quel travail faire. Sur chaque partie, il y a écrit signature. J'ai l'habitude de signer les 2 parties, mais ce que je comprends, c'est que si je dois avoir une trace écrite, il faut que j'ai la signature du patient sur la partie que j'adresse à l'infirmière azalée et qui reste au sein de la MSP. Ou est-ce que là encore, intra-azalée, c'est une particularité des protocoles? C'est mieux que le patient signe, comme ça il sait que vous avez délégué, on va dire, la prise en charge à quelqu'un d'autre qui Ok. l'a accepté. Vous voyez, il paraphe, il signe, vous scannez et vous le mettez dans le dossier, même si vous lui rendez pour qu'il l'emmène chez l'infirmière azalée. Ok, très bien. Eh bien, merci pour ces précisions. Merci beaucoup pour les questions et pour les réponses. Et du coup, juste pour repréciser, dans le chat, il y avait la question, du coup, donc on a bien compris que pour les protocoles locaux, on parlait de cette signature du consentement et d'information patient pour la responsabilité du médecin qui délègue. Et par contre, du coup, donc, dans le cadre des protocoles nationaux, la question, c'est et la responsabilité justement par rapport aux protocoles nationaux, la responsabilité du médecin par rapport à ces protocoles. Est-ce qu'une fois que le médecin, enfin, vous me complétez Marjorie, du coup, mais est-ce qu'une fois que le médecin rentre dans le protocole national, du coup, quelle est sa responsabilité par rapport au pharmacien, à l'infirmier Ouais, voilà. Bah, Ça, vas-y, le Thérèse. médecin, il n'a quasiment pas de responsabilité. Non. Il délègue sa compétence. Et vous verrez, si vous regardez le protocole, ne serait-ce que pour la cystite, est-ce qu'on peut revenir sur la slide sur la cystite? Vous voyez, alors, allez, encore, c'est Ouais, là. avant alors. Vous voyez? Celle-là, non? Oui. Imaginons, voilà. Vous verrez, c'est un tableau, parce que là, c'était trop compliqué le tableau pour faire rentrer dans une diapo. Mais là, si, imaginons, il y a la trame, le canevas est là avec les règles établies. Si le pharmacien prend en charge quand même, alors que c'est une ado, vous voyez, disons 13 ans, et ben rien que ça, il est hors de son champ de compétences, hors des consignes. C'est sa responsabilité qui sera engagée et pas vous. C'est la slide sur les responsabilités. On était là où on était tout à l'heure. Là, je vous parlais de l'information. Et juste après, je vous parlais effectivement des faits générateurs de responsabilité, en fait, qui étaient susceptibles. Vous n'allez pas tout assumer. Hein. C'est pas, la délégation des tâches n'a pas pour objet initial de redistribuer les responsabilités, mais en tout cas, elle va y conduire.
si vous voulez, les textes sont peu disserts sur le sujet, hein. Donc, on va revenir un peu sur les mécanismes de droit commun qu'on connaît en termes de responsabilité. Et vous avez, si vous venez sur la slide de responsabilité, peu. En fait, je vous mettais plusieurs hypothèses de faits générateurs de responsabilité. Il y avait notamment la faute technique, vous voyez. Donc, le protocole ne va pas forcément tout définir, mais en tout cas, les délégués vont conserver une part de responsabilité personnelle, mais par exemple, c'est le donc là, le délégué, on est bien d'accord que c'est celui à qui vous aurez délégué, hein. Mais si lui fait un mauvais accomplissement d'une tâche que vous lui avez déléguée et qu'il l'a acceptée, donc c'est l'exemple du pharmacien ou même d'un infirmier ou d'une azalée, il va assumer les responsabilités. Attention, ce que je vous disais tout à l'heure de manière très synthétique, gardez en tête que si votre délégué est un libéral, il aura lui-même sa propre assurance, donc il va assumer. Si c'est un salarié de votre structure, de votre MSP, malheureusement, là, c'est la structure qui va conserver la responsabilité de ça, hein. Donc vous, entre autres, hein. Ça, c'est ce qu'on avait. Vous voyez, c'est Comment? Ah, non, non, c'est l'exemple bateau, c'est chez les radiologues avec les manips radio. Vous voyez, ça, malheureusement, c'est des salariés. Donc, c'est ce qu'on connaît depuis très longtemps, hein. Donc, ça, la jurisprudence pléthore là-dessus, sur le sujet. Mais les salariés sont sous couvert de la garantie et l'assurance et la responsabilité de la structure. Voilà, donc la faute technique, chacun va assumer sa responsabilité. Ensuite, vous avez, si en cas de non-respect du protocole, hein, c'est-à-dire qu'un acte qui ne relève pas de la compétence déléguée et que le délégué va commencer à faire, effectivement, il assumera sa responsabilité propre. Et ensuite, le refus d'accomplir une tâche, alors là, il faudra se référer au protocole sur les conséquences. Et notamment, là encore, tout a été cadré dans le cadre du protocole. Mais ça, on va peut-être vous donner des exemples cliniques après. C'est pour ça que je vous mettais les cas cliniques infra sur les questions. Alors, on vous a mis après une slide sur les assurances, puisque en fait, c'était une question qu'on avait. Alors, nous, on vous parle, je ne fais pas une pub sans nom, mais je ne connais j'ai eu un retour que de la médicale, puisqu'en fait, on a interrogé le service souscription un petit peu pour voir comment ils avaient mis ça en place. Et effectivement, vous voyez, lorsque les professionnels s'engagent au plan local à appliquer un protocole, ils doivent justifier d'une garantie assurantielle et fournir la preuve d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné. Ça, c'est la médicale, ils vous demandent ça. Donc, il faut les informer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut étendre votre garantie. Et ensuite, ils ont des clauses types. Vous voyez, donc là, on vous a mis un exemple, c'est le médecin libéral déléguant et son salarié en tant que délégué. Donc, si il délègue des actes à son salarié, entre guillemets, donc là, on va assurer un petit peu plus. Et vous avez donc la garantie ne sera acquise que pour les actes délégués. Et c'est le dernier paragraphe, hein, le reste, je n'ai pas besoin de vous le lire, mais ne sera acquise que pour les actes, non, pardon, ouais, délégués et stipulés clairement dans le protocole de coopération par le médecin délégant à la personne qui lui est nominativement déléguée. En cas d'assurance déjà souscrite par l'organisateur, bon, c'est peu importe. Ensuite, vous avez pareil, vous avez une extension de garantie particulière pour la délégation auprès des infirmières, par exemple, en exercice libéral et ou non salarié de votre assuré. Là, c'est pareil, vous avez des clauses types. La garantie ne sera acquise que pour les actes délégués dans le cas de ce transfert de tâches stipulé clairement dans le cadre du protocole de coopération. Nous, la médicale va vous couvrir dès lors qu'ils connaissent l'existence de protocole, que vous avez demandé l'extension de la garantie, vous n'avez aucun problème là-dessus, vous voyez, et votre correspondance sera assurée. Il y a un troisième exemple, c'était les attestations spécifiques pour les azalées qu'on avait mis, puisque je crois qu'il y en avait qui devaient. Alors là, c'est toujours pareil. Je reviens sur mon exemple tout à l'heure. Si Comment? J'ai cru qu'il y avait. Non, c'est bon, c'est quelqu'un, je crois, qui a oublié de couper son micro. Hop, c'est bon. D'accord, ok. Voilà, là c'est pareil, c'est le même système de clauses type qui sont mis. Donc vous voyez, là par exemple, la médicale va rappeler clairement que le protocole soit validé par la HAS et autorisé par l'ARS conformément à l'arrêté. Vous voyez, ils vont tout mettre. Bon, c'est des clauses type, mais en tout cas, gardez en tête que vous êtes assuré, entre guillemets, ça ne coûte pas. Je crois pas qu'il y ait une. Alors, je crois qu'il y a Madame Fontala qui s'est connectée,
qui pourra mieux vous renseigner que moi, mais je ne crois pas qu'il y ait une surprime particulière là, sur le sujet. Voilà un petit peu ce que... Vous voulez passer à au cas clinique peut-être, parce que j'ai essayé de... Je sais que mes propos sont souvent un peu juridiques et que c'est un peu compliqué, donc on va essayer de vous mettre ça un petit peu en musique. Alors, je vous en ai mis un, le premier, je voulais un peu détailler, et puis après, le docteur Pham vous en parlera. Là, c'est un dossier qu'on a eu clairement, donc c'est un vrai dossier. Donc, c'est Monsieur Dube, donc 50 ans, qui était gérant de société, donc, qui présentait dans les antécédents médicaux donc une phlébite suite à une déchirure musculaire en 2006, des collines néphrétiques en 2000, un ulcère, une notion d'hépatite B, et ensuite il y a un lymphome folliculaire à petites cellules qui est pris en charge depuis 2007. Dans ces antécédents chirurgicaux, donc je vous ai mis les 2 biopsies. Donc fin de 2006, donc c'est là où on diagnostique le lymphome folliculaire avec une localisation initiale cervicale. Donc il va être pris en charge par le professeur Guess dans un centre hospitalier qui va faire une absence. Il n'y aura pas de geste particulier. Ils vont mettre en place une surveillance clinique et scanographique. En 2010, il y aura une petite évolution de la masse. Il y aura des cures de rituximab qui seront efficaces. En 2014, pareil, une nouvelle évolutivité. Donc, il y a de la chimio et encore des cures de rituximab. Et en septembre 2018, le professeur Guess va écrire rémission totale et on fixe un suivi à 6 mois. Donc là, c'est septembre 2018. Quelques mois après, donc c'est la slide d'après, donc 27 février, c'est ça qui va vous intéresser, puisqu'on va on va essayer de garder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur les délégations. Il va faire une chute en ski, ce monsieur, et il ne va pas réussir à se relever. Il va bien, mais il n'arrive pas à se lever. Il va être accueilli au centre médical de la station et pris en charge par Mme Thomas, qui est une interne en médecine, et qui va établir le compte-rendu suivant. Donc, antécédent du patient, elle a mis en absence d'antécédent. Examen clinique, donc absence de troubles vasculo-nerveux, pas de laxité. Bon, vous pouvez lire, en tout cas, il n'y a rien de particulier. Bilan radiologique, absence de lésion osseuse sur le bilan radio. Diagnostic retenu, entorse du genou droit, donc elle va prescrire une immobilisation avec une attelle et un suivi médical, revoir le médecin traitant à 8 jours. Sauf que dans l'intervalle, le patient va être pris une station de Disney. Sa femme va appeler les pompiers à 12h57. À l'arrivée, je vous ai mis l'horaire parce qu'au départ, je vous avais un peu plus détaillé, mais les pompiers vont arriver à peu près à 13h08 et à ce moment-là, ils trouvent le patient en arrêt cardio-respiratoire, pardon. Ils vont débuter le massage cardiaque, ils vont appeler le SAMU qui va se déplacer. Malheureusement, on ne va pas le sauver. Donc, la famille a initié une procédure pénale et civile. Et là, je vais peut-être laisser le docteur Pham juste parler un petit peu de... ce sera plus médical donc, que moi. Mais... Donc là, la famille a mis en cause les 2 médecins, du moins l'interne en médecine et son maître de stage, le docteur R. Est-ce qu'il y a une slide suivante ou pas? Non, Donc là, on part en expertise. Donc, d'après vous, donc bon, là, ça sort un peu de votre champ du sujet d'aujourd'hui, mais là, l'expert a mis en cause une mauvaise prise en charge en disant que, bon, bien entendu, la veuve a dit il est impossible que son époux ait pu passer sous silence l'antécédent de lymphome. Donc, c'est parole contre parole, et l'expert estime qu'au vu de l'antécédent de lymphome, il aurait fallu anticoaguler le patient puisqu'il était immobilisé et qu'il avait un terrain à risque. Et donc, l'embolie, il est décédé d'une embolie pulmonaire massive, bien entendu. C'est ça l'origine du décès, de l'arrêt. Et donc, le décès est totalement imputable à l'absence d'anticoagulation. Et donc, ce manquement est décrété par l'expert comme fautif. Donc, du coup, le médecin est responsable du décès du patient par absence de prise en compte d'un antécédent qui était majeur, pour lequel il était indiqué de mettre une anticoagulation. Alors,
c'est écrit interne, mais elle est ça se passe, hein, Madame Thomas. Donc là, ça se passe. Donc nous, on défendait le maître de stage, le docteur R. Il dit que tous les soirs, il débriefe avec ça se passe, et qu'elle lui a certifié d'avoir demandé l'antécédent. Il n'y avait pas d'antécédent, elle avait bien écrit. Effectivement, dans le dossier, c'est bien écrit, mais c'est parole contre parole, et l'expert a la balance est penchée plus sur la parole de la veuve et du contexte. Et malheureusement, dans la loi stipule, parce que est-ce qu'il y en a qui sont maîtres de stage? Quand vous êtes maître de stage, vous signez une convention entre la fac, l'interne où ça se passe, et le médecin maître de stage. Et même si chaque partie, ça veut dire l'interne et le maître de stage, sont assurés en individuel, le maître de stage est responsable à 100% de son interne ou de son ça se passe. Donc, malheureusement, même si Madame Thomas a manqué, la responsabilité du maître de stage est retenue pleine et entière. Ça fonctionne exactement comme un interne à l'hôpital. Quand il y a un manquement, c'est l'établissement qui prend en charge la responsabilité, qui endosse la responsabilité. Et donc, vous, en tant que, si vous êtes maître de stage et que vous avez des internes, même si vous balisez tout, la responsabilité vous incombera, quoi qu'il arrive. Sauf si c'est une faute détachable. Ça veut dire si l'interne ne vient pas alors qu'il est appelé, par exemple, pour une urgence en visite, ou bien il arrive sous emprise d'alcool, de drogue. Là, ce sont ce qu'on appelle des fautes inexcusables détachables. Mais sinon, quelle que soit sa prise en charge, c'est votre prise en charge qui contraint. Donc, le délégué, délégant, c'est un peu ça pour les internes. Tu peux donner peut-être les exemples de la slide d'après, là, on avait mis plusieurs exemples que tu donnais. Alors ça, c'est le maître de stage et le ça se passe. Bon, je sais que ce soir, il n'y a que des généralistes, mais par exemple, pour l'ophtalmo avec l'orthoptiste, c'est exactement pareil. L'orthoptiste est souvent salarié, et donc il endosse, du fait du salariat, la responsabilité. Le médecin endosse la responsabilité. Alors, nous avons eu aussi d'autres sinistres. Pour l'instant, je n'ai pas de recul, puisque les expertises vont avoir lieu dans les prochains mois. Mais par exemple, là, j'ai une expertise qui va venir. C'est un cardiologue interventionnel, où son interne, qui est de dernier semestre, monte pour la choro et perfore, tamponnade, arrêt sur table, irrécupérable. Ça fonctionne exactement comme le généraliste en tant que maître de stage. Donc, la responsabilité du cardiologue sera engagée au titre de maître de stage. Et donc là, Pardon, oui, excusez-moi, il y a une demande du coup du docteur Bidot une question peut-être. Excusez-moi, là je viens d'être coupé, donc peut-être que la réponse a été donnée, mais quand on est maître de stage et qu'on a un statut de salarié de l'université, parce que les maîtres de stage doivent effectuer un choix, soit ils ont une indemnité, soit ils ont un salaire. Et à ce moment-là, ils sont salariés de l'université.
Dans ce cadre-là, et dans le cas de figure que vous avez décrit là d'une interne, ça se passe là, qui commettait une erreur médicale, au niveau de l'assurance, ça se passe comment? Ça change quelque chose, le fait d'être salarié de l'université? Quand vous êtes salarié de l'université, ça veut dire que vous n'exercez pas en libéral? Non, on exerce en libéral, mais pour la fonction de maîtrise de stage, on touche un salaire. Oui, vous Ouais, mais touchez un salaire. Mais regardez bien votre contrat. Je peux vous dire que quand est arrivé le premier sinistre, on a décortiqué. Le contrat stipule que l'interne doit souscrire une assurance personnelle individuelle. Et donc, le maître de stage a aussi, puisqu'il exerce, c'est sûr, et c'est écrit en, au niveau de la fac, c'est écrit la responsabilité est endossée par le maître de stage. Vous regarderez vos Non, mais contrats. je vous fais confiance, c'est juste une ouais, ouais. question, hein. Malheureusement, c'est ça. Vous fonctionnez en tant que maître de stage comme l'hôpital avec ses internes. Oui, sauf qu'à l'hôpital, c'est pas le médecin qui encadre C'est l'interne qui va. l'établissement. C'est Oui, l'établissement, oui, 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 mais Et c'est pas la même chose. au niveau responsabilité, vous fonctionnez comme si vous étiez l'établissement. Mhm. Et alors, elle sert à quoi l'assurance de l'interne? Pour les fautes détachables. Comme à l'hôpital. Vous savez, à l'hôpital, l'interne qui est de garde, qui ne répond pas au bip ou qui vient, qui est sous l'emprise de drogue, ça, c'est ce qu'on appelle des fautes détachables. Ça veut dire que le maître de stage, il peut rien là-dessus. Hmm. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut être, bon, ça, je sors un peu du contexte de ça, mais moi, je sais qu'il y a certains maîtres de stage qui sont censés consulter à côté ou être joignables et faire un débriefing tous les soirs pour voir si tout a été bien fait pour rattraper éventuellement des manquements ou des erreurs et qui ne le font pas, là, c'est la porte ouverte à tout. Oui, bien sûr. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque Non, ce n'est le. pas le cas. C'est pour ça que là, je vous ai pris. C'était notre premier sinistre, parce que vous savez que les maîtres de stage, les stagiaires, les SASPAS, ça ne date pas depuis plus de 10 ans. Donc, il faut 3, 5 ans pour qu'ils commencent à avoir des sinistres au niveau assurantiel. Donc, Hmm. et là, cette expertise, c'était il y a 4, 5 ans. Et Hmm. c'était notre première. Et donc, je peux vous dire qu'on a décortiqué tout parce qu'en tant qu'assureur, pour nous, c'était presque illogique. C'est comme si quand vous avez trois internes, parce que des fois, moi, je vois un de mes associés, il a eu un interne, un ça se passe. C'est comme si vous fonctionnez avec 3 responsabilités. Hmm. Il y a Ça nous une... a. Oui. Pardon. Oui, Pardon, allez-y. ça nous arrive de plus en plus d'être amené à prendre deux internes, un niveau 1 et un ça se passe, compte tenu de l'augmentation des effectifs d'internes et de la raréfaction des maîtres de stage. Donc, c'est quelque chose qui ne va que s'accroître, hein. Oui, mais c'est juste pour vous dire que ça sera votre responsabilité. Donc, Hmm. il faut vraiment déléguer quand vous êtes très sûr de la personne. Hmm. Et il y a une question dans le chat aussi qui demande comment s'est fini du coup le cas que vous avez présenté avec l'interne juste Alors, auparavant. l'interne au ski, là, Oui, je pense. la responsabilité est entière, 100% de responsabilité. Donc, tout le dommage est porté par la responsabilité du maître de stage. Bien. Donc ça va nous faire de la pub pour recruter des maîtres de stage. Non, mais
mais au moins que vous le sachiez. Oui, 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 oui. Non, mais bien sûr, mais n'empêche que oui. Bien sûr. En tout C'est cas, vrai qu'à l'époque, j'avais participé avec Docteur Femme, justement, on avait essayé de disséquer tous les contrats avec les facs et tout ça, et c'est vrai que malheureusement, vous restez, on revient sur le schéma classique de la responsabilité médicale, et la fac n'assume rien du tout, et l'assurance de l'interne est là uniquement pour des cas, on va dire, très rares. Voilà. Et vous devez surtout, normalement, je ne connais pas les autres assureurs, mais à la médicale, il n'y a pas de surprime. Mais vous devez quand même, normalement, informer votre assureur que vous avez des internes pour que oui, le bien sûr. jour où arrive un sinistre, qu'on ne puisse pas vous reprocher, bah non, vous ne nous l'avez pas dit, vous n'êtes pas garanti pour cela. Vous voyez, c'est OK. Oui, oui, comme pour les infirmières azalées, comme. ça. Ouais, ouais. Je vous laisse peut-être terminer sur les autres cas ou c'était bon? Vous voulez Non, compléter? on C'était avait, bon? oui, du moins là, l'exemple, parce qu'on a eu l'expertise, donc je pouvais vous donner les conclusions, mais là, je vous ai donné d'autres, on va dire, exemples de sinistres qui sont survenus et qui vont avoir lieu comme expertise, mais je n'ai pas encore la solution, mais je connais presque la solution. Ça veut dire soit c'est fautif, dans ce cas-là, c'est le maître de stage, que ce qui soit spécialiste ou généraliste, qui va endosser la responsabilité de l'interne ou du ça se passe. Alors, Là, dans la liste, vous avez noté pharmacien pour cystite, alors que juste avant, il me semblait qu'à partir du moment où on déléguait à un pharmacien dans le cadre d'un protocole, c'était le pharmacien qui assumait la responsabilité en tant que oui, oui, délégué. Oui, d'accord. on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est bien ce que j'avais entendu, mais OK. Bon. Et vous n'avez pas de questions. Tout a été clair. Ou vous êtes tétanisé par tout ce qu'on vient de dire. Ah ben là, oui, on est prêt à se tirer une balle, là. Mais non, on ne pourra jamais vous, comment dire ça, euh, dire que vous n'aurez jamais de sinistre, mais on essaye de vous donner le cadre et les règles pour que vous, le jour où arrivera le sinistre, si votre dossier est bon, que le protocole est bien établi, que vous avez bien fait signer le consentement au patient qu'il était d'accord, eh ben, le sinistre, même si vous êtes attaqué, vous serez défendu avec un bon dossier. Normalement, vous serez plus serein. Et sinon, dans le cadre des protocoles, alors je m'excuse, je n'étais pas là dès le départ, mais il y a une différence entre les protocoles nationaux et les protocoles régionaux, ou c'est toujours le Alors, même. donc, les protocoles nationaux sont déjà actés et Hmm, il y en a 6. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a le hmm, cadre, le canevas, les limites sont déjà établies. Les protocoles qu'on appelle les locaux, hmm, c'est individuel. Ça veut dire au sein, vous avez décidé de travailler comme ci, comme ça, avec vos collaborateurs, les délégués, tout ce que, et c'est vous qui formez le cadre, les consignes, les limites. Et une fois, vous pourrez regarder le replay, mais quand vous allez sur le site de l'ARS, il y a déjà le canevas et tout est écrit et vous devez remplir toutes les cases pour que ça soit validé. hmm. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Oui, bonsoir. Et qu'en sera-t-il par rapport au docteur junior et donc et la quatrième année de médecine, la quatrième année, puisque là donc ils seront thésés, c'est plus des ça se passe donc c'est plus des internes, mais ils sont toujours en formation. Pareil, vous êtes maître de stage, vous êtes responsable, malheureusement. Voilà, vous voyez,
Oui, c'est nouveau en plus, les docteurs juniors. Mais c'est exactement pareil. Ils sont en formation. Donc, le formateur, c'est vous. Je sais, c'est un peu révoltant, un peu c'est injuste, on va dire, mais malheureusement, actuellement, ça va peut-être légiférer et on va peut-être faire bouger les lignes parce que nous-mêmes, on se dit que c'est pas normal. C'est pas normal parce que je sais combien vous êtes payés, c'est pas ça qui va. Vous voyez, vous faites ça, je sais bien que c'est pas pour le financier, mais quand vous arrive ce genre de sinistre où vous avez l'huissier qui vient, après vous devez aller en expertise, vous expliquer pour l'interne qui sera là, mais en fin de compte, le résultat final, c'est vous. Voilà. Et je peux comprendre que vous soyez révolté. Il y avait aussi, je crois, vous dites docteur Stronski si c'est bon, et il y avait aussi, je crois, une question du docteur Train. Oui, il y a un protocole de coopération entre ophtalmo et orthoptiste. Non, ça veut dire que c'est à l'ophtalmo de créer. D'accord. Au niveau local. Oui, oui, local. De toute façon, vous verrez de souvenirs, les 6 nationaux, c'est l'entorse de cheville, alors attendez, l'odynophagie, la cystite, alors, attendez, Christophe, on en a parlé, je ne me rappelle plus là. L'angine, non? La Oui, varicelle, l'odynophagie, c'est Ah, la ça. varicelle. Attendez, je vais essayer de La regarder. la rhinite. lombalgie sciatique, Pardon, la lombalgie qui dure depuis moins de 4 semaines. Alors, attendez, il m'en manque deux. Attendez, la Il varicelle. y a la rhinite. C'est pas la varicelle. Hein, je suis pas sûre que c'était varicelle. L'entorse. Pardon? Oui, c'est l'urticaire et la L'entorse. rhinite allergique Rhinite. saisonnière. Voilà, c'est ça les 6. C'est que ça les 6 qui sont Sauf que déjà préétablis pour lequel vous n'avez plus besoin de le créer. Vous pouvez vous adosser à ces 6 protocoles qui sont déjà actés et validés en respectant bien sûr les consignes et les limites. Et du coup, vous pouvez faire signer le délégué que vous avez choisi. c'est plus valable dans les CPTS, par contre. C'est valable pour les MSP, ces protocoles. À part pour la Non, il cystite y et en a et la deux qui rhinite. sont valables pour les CPTS. Les C'est deux premiers, ouais. l'œdémophagie C'est ça. et la Mm. cystite. Et les protocoles dans le cadre d'expérimentation comme OSIS, C'est-à-dire, eh ben, c'est des protocoles Article d'expérimentation qui 51. pourraient être plus facilement expliqués. non, Ouais, j'ai c'est un pas article, c'est un article 51 d'accès, un article 51 d'accès direct aux pharmaciens. Donc le médecin n'est pas dans la boucle hein, au départ, hein. C'est-à-dire que sur un certain nombre de situations qu'ils appellent situations de triage, qui sont pour certaines superposables aux protocoles nationaux, mais pas toutes, parce qu'il y a la morsure de tique, il y a la conjonctivite, il y a éruption cutanée, mais plus au sens large, je ne sais pas spécifiquement Plaie urticaire. simple, Les Pardon? brûlures. brûlure et plaie simple. Oui, brûlure, plaie simple. C'est un accès direct au pharmacien avec un protocole, avec un arbre décisionnel et pour les deux qui concernent cystite et odynophagie, ça peut aller jusqu'à la délivrance d'un antibiotique, mais pour lesquels il faut encore un numéro RPPS de médecin, mais sans que le médecin soit dans la boucle si ça aboutit à cette prescription. Le médecin n'est dans la boucle que si, après avoir déroulé l'arbre décisionnel, eh bien l'arbre décisionnel dit il faut une consultation médicale. Autrement, c'est géré entièrement à la pharmacie. Euh, donc, dans le cadre de ce protocole, de toute façon, le médecin n'est pas dans la boucle, la responsabilité, elle est pharmacien, point barre. Je c'est suis ça. entièrement d'accord. Là-dessus, vous ne risquez rien. Le Bah oui, pharmacien. parce que vous n'êtes pas du tout dans la boucle. Donc, c'est la responsabilité pleine et entière du pharmacien.
même si on utilise le RPPS d'un médecin dans le cadre de prescription d'antibiotiques. Et Oui, même si le patient n'a pas vu le médecin. bah ça, c'est le pharmacien. Formation. Bah, on pourra le prouver, ça, si le jour où il y a litige. Vous l'avez pas vu, le médecin. Et si vous avez donné le numéro de RPPS, c'était selon le protocole, mais il fallait on va dire qu'il y a l'arbre décisionnel. Vous regarderez, c'est très bien fait. De toute façon, on vous a donné un extrait. Ça veut dire que s'il le fait alors que la femme a des signes depuis plus de 15 jours, a des signes généraux, la fièvre et tout ça, bah là, c'est fautif. Donc, même s'il prescrit sous votre numéro de RPPS l'antibiotique, bah, ça engage sa responsabilité. Vous n'êtes pas dans la boucle. Qu'est-ce qu'elle a noté, Madame Fontana, là? Nous faisons des extensions. De RCP au pharmacien pour ce protocole actuellement. D'accord. Donc, c'est connu Oui. de votre société d'assurance. Oui. Et j'avais une question, alors qui est peut-être un peu en décalé par rapport à la coopération-collaboration, mais sur la notion de secret médical. Dans le cadre justement là des services d'accès aux soins qui se mettent en place et de la régulation médicale en libéral qui se pose, comment sont couvertes les opératrices de soins non programmés, qui n'est pas encore une fonction soignante ni un vrai métier, puisque c'est quelque chose qui commence à se déployer. Comment elles sont couvertes par le secret médical, elles, dans ce cadre-là? Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais c'est une question qui a été posée il n'y a pas longtemps, justement, et du coup, je n'avais pas forcément la bonne réponse. De qui parle-t-on là? Je Ben, vois pas. le service d'accès aux soins, il y a une régulation qui se fait médicale par des médecins libéraux. Et dans ce cadre-là, il y a des opératrices de soins non programmés qui répondent du coup au téléphone pour aider à l'orientation et à la classification de l'urgence selon les liens faits avec le médecin régulateur. Mais du coup, elles sont dans un cadre, en effet, de service d'accès aux soins. Elles sont en lien direct avec les patients. Donc, elles ont des éléments médicaux. Et comment elles sont couvertes dans ce cadre-là, justement, par rapport à ça? S'il y a une erreur de l'OSNP, par exemple. Enfin, le docteur Abdo, je vous laisse compléter peut-être, mais... Mais c'est exactement comme votre secrétaire médical téléphonique. Quand quand un patient prend rendez-vous pour juger de l'urgence, alors que votre planning est plein et la secrétaire va demander le motif, le secret est partagé. C'est exactement pareil. D'accord. Oui, sauf qu'elle n'est pas notre employée, l'OSNP. Oui, mais Parce qu'en fait, elle n'est pas dans notre cabinet, elle est souvent employée par une CPTS ou quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas notre employé direct. Si vous vous Ouais, rappelez mais- tout à l'heure ce que je vous ai dit, Si elle est salariée, la responsabilité sera de son employeur. Mais alors, Oui, c'est bien ça. Oui, mais alors, l'employeur, ça va être elle fait l'association qui partie. porte le SAS, hein, et avec Mmh. Moi, je suis désolé, tout à l'heure, je vous ai rappelé qu'il y avait quand même désormais, c'était codifié dans le Code de la santé publique, l'article 1110-4. Aujourd'hui, moi, on peut considérer qu'elle fait partie, entre guillemets, de la boucle de la prise en charge des soins. Donc, pour moi, le secret, il y a pas de difficulté par rapport à ça. Il est partagé et elle est Oui, tenue au secret comme tous exactement. Bien ceux qui sûr. sont dans la boucle. Exactement. Est-ce qu'elles Par doivent contre, en quelque cas chose de d'erreur, sur le contractuel? plan juridique, je ne vois pas bien de qui on C'est va deux pas mettre choses. Quelle, en quelle erreur responsabilité. pour le secret médical? Le secret médical, la seule erreur, c'est la violation. Hmm. Ah, mais Et je puis, pense qu'on est en train de mélanger deux sujets là. On est en train de Exactement. mélanger le secret enfin, le partage du secret médical dans le cadre d'une équipe qui prend en charge des patients et qui est responsable d'une erreur de prise en charge, d'orientation de la part d'un salarié d'un service d'accès aux soins. Mais là, c'est comme dans Mm. tout, c'est l'employeur qui va assumer. exactement. Et l'employeur, là, en l'occurrence, ce sera l'association, et l'association, elle a un président, etc. Donc, oui, il y a un impact à ce niveau-là, et il faut que ces associations, enfin, je laisserai parler monsieur, là, il n'y a que Christophe, alors je suis désolé, je ne vais pas vous appeler Christophe,
Mais notre avocat ici présent, des précautions à prendre pour ces associations-là, du type d'assurance qu'il faut souscrire, qu'il faudrait souscrire. Oui, alors ben, là, à mon avis, c'est que des contrats de responsabilité. Alors, il y a Madame Fontana, moi je ne suis pas assureur non plus, mais Madame Fontana qui est là peut peut-être nous le dire, mais je pense qu'il y a des contrats types enfin, il y a des responsabilités civiles professionnelles au sein des associations, non? Enfin, de toute manière, il faut prendre une ERC, à minima. Madame Fontana, vous pouvez m'aider parce que moi, Elle a dit Voilà, Ouais. répondre dans le chat, peut-être qu'elle a un souci de micro ou quoi, mais elle a dit oui dans le chat. Ok, donc j'ai a priori pas dit de bêtises, donc il y a des contrats qui existent là-dessus, quoi. Mais Et J'essaie. après, le secret médical, on en fait, enfin, très honnêtement, et Thérèse m'arrêtera, mais on n'a jamais d'expertise dessus. En fait, c'est vraiment la violation du secret médical. Ça va être un problème de déontologie, ça va être un problème, ça peut être un problème au niveau pénal, mais c'est pas, enfin, ce qui vous intéresse à vous, enfin, dans votre quotidien, sur le soigner un patient, entre guillemets, le secret médical, ça pose jamais de problème à une expertise. On discute jamais de ça. Enfin, Thérèse, tu m'arrêtes si je dis mal, mais enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu un dossier, à part évidemment en disciplinaire, mais sur le plan civil, j'ai jamais eu un seul dossier où on a parlé d'une problème de violation de secret médical, quoi. oui, surtout qu'il n'y aura pas de conséquences, Non, non, au niveau ni financier, ni séquelles. voilà. Je crois qu'il y avait docteur Puyot qui voulait poser une question peut-être. non, c'était juste pour ajouter, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une question en cas d'erreur, non pas de partage du secret médical, mais d'erreur de la part d'une opératrice. Moi, je suis en régulation libérale et on m'avait dit que globalement, la responsabilité, elle incombait uniquement au médecin. Imaginons une opératrice qui transmet un appel en disant il a de la fièvre, il a le nez qui coule et elle a oublié de poser la question est-ce qu'il y a une douleur dans la poitrine et que du coup c'était une péricardite par exemple. La responsabilité, elle incombe au médecin et pas à l'opératrice qui n'a pas posé la question, qui n'a pas donné toutes les infos au médecin et qui du coup a dit oui, bah, c'est pas très grave, une fièvre, un nez qui coule, on n'en fait rien quoi. Enfin, voilà, moi, j'avais la notion que Même sur que vous, l'interrogatoire, c'est toujours le médecin qui est responsable. voilà, parce que vous devez toujours vérifier derrière. Vous ne pouvez pas. Soit vous faites confiance, dans ce cas-là, vous assumez la responsabilité si jamais l'interrogatoire était défaillant, mais sinon, vous êtes censé refaire derrière l'interrogatoire pour savoir si c'était complet et conforme. Donc là, Madame Fontana vient de donner une réponse. C'est la personne morale qui doit souscrire Hmm. une RC, une RC, Et RCP, pour l'ensemble de la des personnes qui travaillent pour la structure. C'est ça, Madame Oui. Fontana? Je pense, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voudrais faire une petite digression sur la régulation. Moi je fais de la régulation libérale au centre 15, mais le soir en permanence des soins. Et donc là, on est sous la responsabilité de l'hôpital puisqu'on participe à une mission de service public. Par contre, on nous demande aussi maintenant de faire de la régulation en journée, même si pour l'instant elle se fait au sein du centre 15, on évoluera certainement dans le cadre du SAS vers une régulation déportée. Là, la responsabilité du médecin est pleine et entière en libéral, je suppose. Mais vous, quand vous travaillez dans la journée, vous faites sous quelle sorte de mission? Moi, je ne le fais pas la journée, justement, je ne le fais que la nuit. Par Ah, mais contre, j'ai des ce- collègues qui le font en journée. Et ils sont sous couvert du 15. Oui. Ils sont actuellement sous couvert du 15, mais Ça, on c'est l'hôpital. envisage de faire une régulation déportée et ce ne sera pas sous le couvert du 15. Ce sera dans le cadre du SAS. Dans Si, ce cadre-là, moi, en régulation libérale, j'ai signé un contrat avec le CHU et c'est le CHU qui me couvre en SAS, en régulation déportée sur le 37. En tout cas, moi, j'ai un contrat de c'est ça. responsabilité avec le CHU qui a été Oui, mais signé. nous, on n'en a pas. Oui, mais Et le il ne jour le où fera Ça pas va parce venir, qu'on n'a pas de Véronique. CHU. Juste, Non, mais il y a un CH. Ça sera pareil, Véronique, dans les conventions, justement, avec les GHT. Normalement, dans le cadre des SAS, il y a la couverture assurantielle et prise en charge par le CH.
Ça fait partie de l'instruction quel nationale. que Ça. soit l'hôpital. Oui, normalement, oui. Mhm. Oui. Logiquement, c'est sur la régulation, la couverture se fait au niveau de l'assurance par l'hospitalier. Après, ça n'empêche pas d'avoir sa responsabilité individuelle. Hein. Oui, bien sûr, parce que moi, je l'ai déclaré à mon assurance. Ça, c'est Donc, pas un souci. Mais je me posais la question parce que hier soir, justement, on était ensemble à la réunion sur le SAS. Et c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée pour ceux qui, éventuellement, sur le secteur de Chartres, veulent se lancer dans la régulation libérale, mais à leur cabinet. Oui, c'est considéré comme une délégation de mission de service public, donc Très bien. mais le décret, enfin, d'après les infos qu'on a eues, pour l'instant, n'existe que pour la permanence des soins, c'est-à-dire La nuit. la nuit et le week-end. Mhm. Et on est toujours en attente du décret pour la journée, oui. Mais il y avait C'est eu une ça. dérogation dans le cadre des mesures Braun à ce niveau-là, justement, par rapport à la régulation en journée sur certains cas de figure. Et du coup, ça, ils l'ont gardé acté dans l'instruction. Et justement, je m'en étais assuré auprès de PAM là-dessus. Et logiquement, du coup, sur les SAS en journée, la régulation libérale est sous couverture de l'hôpital assurantiel. Et c'est pour ça qu'on D'accord. a fait rajouter des petits articles dans les conventions, docteur Bidot. Mhm. On va peut-être C'est recouper. un aparté, là. Voilà, on va peut-être demander aux personnes connectées s'il y a d'autres questions sur le sujet de la responsabilité des enjeux juridiques dans le cadre de la coopération. Ou est-ce que c'est bon, les questions avaient été répondues? Bon, eh ben, merci beaucoup à tous d'avoir été connectés. Merci à Maître Miranda et puis à Docteur Femme pour leur intervention. Et puis, du coup, on enregistre le webinaire et on verra sous quel format on le retransmet. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci à vous.